Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Setikos, bienvenue, bienvenue à Loma. Loma et tous ses amis, j'allais dire, un petit peu pour parodiant le générique de Bugs Bunny, du dessin animé Bugs Bunny, Loma et tous ses amis, parce qu'on va parler de Loma et de tous ses frères. En l'occurrence, le Marblehead et le Murmansk. On va voir le gameplay de ces trois croiseurs à nouveau. J'avais raconté l'histoire de l'hommage. Je mettrai le lien en description pour, si vous voulez, vous rafraîchir la mémoire, revoir l'historique de l'Oma. Là, le but du propos, ça va être tout simplement de vous montrer l'Oma en action. L'Oma et ses sister ships. En l'occurrence, premier sister ship, le Marblehead, qui est, je le présenterai, mais c'est l'un des derniers sister ships de l'Oma à avoir été construit. Et le deuxième, c'est le Murmansk. Le Murmansk est un premium russe, croiseur russe premium, mais c'est bien un classe Oma. Et historiquement, à la base, les Américains ont loué un de leurs classes Oma à l'URSS à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au moment où, pendant toute la petite transition qu'il y a eu entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et l'application des traités, et parmi ces traités, il y avait, en guise de réparation, l'URSS devait récupérer quelques navires allemands du Troisième Reich, et, comment dirais-je, parmi ces navires, il y avait le Nuremberg, que je vous affiche. Ce Nuremberg-là devait être transféré et va être transféré à l'Allemagne. Il va devenir d'ailleurs le Makarov. Je vous l'affiche aussi parce qu'il est aussi dans le jeu. Voilà le Nuremberg, mais vu par les Russes. Donc c'est l'amiral Makarov. Mais en attendant que le Nuremberg soit livré à l'URSS, les Américains ont donc accepté de louer un croiseur, le Milwaukee, qui est un classe Oma, il n'y a pas de souci. Et donc, ils vont louer pendant 6 ou 7 mois, pas beaucoup plus. Et les Russes vont donc le baptiser Murmansk avant de le rendre aux Américains. Le Murmansk sera le Murmansk Milwaukee, qui redeviendra Milwaukee, sera désarmé définitivement en 1951. Voilà pour une petite historique très rapide de ces trois navires. Donc on part en bataille tout de suite avec le Maha et le Marblehead, à une petite bataille croisée entre ces deux navires qui vont livrer la même bataille. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe avec ces deux navires. Et ensuite on enchaînera sans transition avec une bataille du Murmansk. A tout de suite en bataille. Allez, on est parti. On est sur la carte archipel. Et donc, nous sommes deux Oma côte à côte. Alors, dans la réalité, moi, je vais dire que ça fait deux Oma. Il y a un Oma, c'est Black Hooks, que l'on voit sur mon bâbord. Et moi, je suis sur le sister ship de l'Oma, le Marblehead, qui est un des derniers sister ships de l'Oma qui soit sorti des chantiers. Donc un peu plus moderne, avec une AA un tout petit peu plus performante, des torpilles qui portent à 8.2, qui est assez confortable, un blindage très légèrement modifié par rapport à l'Oma. Bref, on ne peut pas franchement dire qu'il soit meilleur en tant que sur le plan wargaming. C'est pas parce que c'est un premium qu'il est meilleur. J'ai tendance à penser quand même qu'il tire sur l'épingle du jeu. Enfin, disons que je préfère jouer le Marblehead que l'Oma, clairement. Je joue les deux assez régulièrement et j'ai plus de facilité avec un Marblehead que je trouve un tout petit peu plus performant. Même si, a priori, il a les mêmes caractéristiques de maniabilité que l'Oma. Là, je fais mon premier tir sur un Phoenix. Là, le principe du crossover que je vous propose aujourd'hui est assez facilité parce que, en fait, nous allons avoir tous les deux une action, une influence
le résultat final, mais à deux moments différents, et je vous montrerai pourquoi, petit à petit. Mais pour l'instant, on reste sur ma façon de jouer, sur mon gameplay, tout simplement parce que je suis très légèrement en avance par rapport à Black Hooks. Black Hooks qui est juste derrière moi, hein. Je vous montre. Voilà, il est juste là, lui. Le Kuma, parce qu'il recule, je suis plus sur le Kuma que sur un autre navire. Parce qu'il recule, et je vois bien qu'il est en train d'essayer de se positionner pour harceler tous ceux qui vont aller sur A. Notre DD, lui, c'est en file, là. On va le voir, vous voyez. L'Acasta, il ne reste pas sur A. On s'est demandé un peu pourquoi. On s'est dit qu'il devait y avoir un DD, il y avait un peu trop de monde. Mais il aurait pu peut-être rester un peu plus longtemps. Pour l'instant, je harcèle un peu tout le monde, moi. Là, je suis très attentif, parce que là, je sais qu'il y a un DD. Et voilà. Alors, il y a le mini-casé, déjà, dans un premier temps. C'est pas lui qui me repère, un autre. En plus, il y a un Julio César qu'on a entreaperçu. Alors, il y a les torpilles. Là, je pense que c'est un Anglais qui est dans le coin. Ça va être un Acasta. Ou alors, c'est un V170. Donc, pour l'instant, je suis sur le mini-casé parce que c'est lui qui me fait peur. Clairement, le meilleur DD de l'équipe adverse. En termes de... Voilà. Fallait le sortir, c'est chaussé. Voilà, je me fais un petit peu asmater. C'est pas grave. Dans ces cas-là, il n'y a une seule solution. Foncer droit dans le tas. Là, on me repère plus, mais moi, par contre, j'ai lancé l'hydro. Alors, un petit ralentissement en tournant, ça me fait gagner un tout petit peu de... Ça m'a fait gagner... Ça m'a fait tourner un peu plus sec. Voilà. L'Acasta, il n'y a pas idée. C'est vrai que beaucoup de gens détestent Voloma à cause de son reload et du nombre de canons qui fait qu'il y a beaucoup trop de canons, ça devient presque imprécis. Mais moi j'aime bien, parce que précisément, dès que vous arrivez à choper votre adversaire, vous ne le lâchez plus. Ah, je n'ai pas moi qui l'ai sorti, c'était Acasta. C'est pas grave. Là, on va voir Black Hooks sortir cet Omaha là. C'est-à-dire que moi, je me mets sur le Julio César. Alors évidemment, dire quand on est un Omaha qu'on se met sur un Julio César, c'est rien de prétentieux. Et en plus, je ne vais pas être tout seul à être sur le Julio César. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'il ressort de ce Julio César qui va utiliser une bonne vieille tactique comme à la grande époque, au début du jeu, c'est-à-dire qu'il va se mettre sur le rebord du jeu de la carte, ce qui va modifier considérablement et sa vitesse et la direction qu'il va prendre, et ça va donc modifier l'efficacité de nos tirs. Ça, c'est particulièrement énervant. À une époque, ils avaient inventé justement le ralentissement sauvage quand on frôlait les bords de map, justement pour punir les joueurs qui avaient un petit peu trop tendance à user et abuser comment dirais-je, de cette manœuvre. Ah, voilà, je commence à tourner. Et je continue à asmater le Julio César. On est soutenu par un cuirassé qui est juste derrière, que voilà. Là, c'est un Kirishima d'ailleurs. Et mes torpilles auraient porté forcément, mais du fait qu'il reste en bord de map et il n'a pas l'intention visiblement de tourner, plus que ça, du coup ça me gêne considérablement, quoi. Là il s'est mis sur Black Hooks, il va lui faire très mal. Black Hooks d'ailleurs va reculer parce que, et en plus on est attaqué par le porte-avions.
Et moi je continue à se battre. Donc il va se mettre sur moi. Là j'ai regardé si je pouvais tirer sur quelqu'un d'autre. Et là, boum, une citadelle. Je prends une citadelle. Alors c'est sûr que attaquer un Julio César, surtout quand il est focus sur vous, c'est extrêmement compliqué. Là c'est mes secondes torpilles. J'espère quand même qu'il y en a une qui va porter, parce que là ça commence à devenir... Alors il y en a une qui porte, effectivement, mais je me fais sortir. Je me fais sortir et je n'ai pas d'incendie qui tourne. Alors allez, on va passer sur Black Hooks pour voir la fin de cette bataille, voir comment il s'en sort. Ouais. Voilà. Là, on vient de voir le Marblehead, mon Marblehead exploser. Et c'est deux Kongu qui terminent le Julio César. Et donc maintenant, il reste Black Hooks pour finir le travail. Croyez-moi qu'il va bien s'en tirer. Alors, il ne reste pas beaucoup de points de vie, c'est sûr. Il va falloir qu'il redouble de prudence. Jugez-en plutôt. Hein, 1530 points de vie. 1530, je dis bien. Sur 26 800 de base. Donc voilà qu'il va être obligé, effectivement, parce que la partie est quand même bien tendue. Hein, on n'a que 90 points d'avance, et des deux caps, mais il y en a un qui va bientôt être contesté. Et Black Hawk c'est le mieux placé, effectivement, avec l'Acasta, pour bloquer ce cap et empêcher qu'il ne soit pris. Surtout qu'il va falloir qu'il lutte contre un Nimrod qui a beaucoup de points de vie, 15 000, alors que lui il en a 10 fois moins. Donc l'astuce de Black Hawk, c'est très intéressant la manière dont il va jouer. C'est jouer avec les comment dirais-je, en plus il a droit à un porte-avions sur le dos. Il va falloir qu'il joue avec les reliefs, tout simplement. L'Emerald qui s'est mis dans son nuage de fumée, mais qui va vite en sortir. Parce que la Casta menace de le torpiller. Alors, quand vous croisez un navire qui a aussi peu de points de vie que Black Hawk, évidemment, vous allez vous focaliser sur lui, vous faire un kill facile. Alors Black Hawk va finalement décider de négliger provisoirement l'Emerald et d'aller sur le Nangli. Heureusement pour lui, l'Acasta sort le V170. Salve de l'Emerald qui est passé pas très loin. Là, cette fois, l'Emerald le touche. Toujours beaucoup de chance. L'Emerald continue à le voiner, mais bien. Hein. Heureusement pour lui, il ne s'est pas tiré, il ne tire pas bien du tout, l'Emerald. Parce que là, il y avait vraiment de quoi faire. Une jolie salve sur l'Emerald. Boum, malheureusement, il n'arrive pas à sortir la citadelle qui va bien, qui aurait calmé l'Emerald d'ailleurs. Là, il va pas avoir de chance. Hein. Et d'habitude, on met des citadelles hein, dans des cas comme ça, dans ces situations-là. Et il n'a pas de chance. Un coup de chance pour lui, par contre, c'est que l'Emerald a arrêté de lui tirer dessus. Il y a 31 000 de dégâts. C'est vrai que c'est pas ouf, mais tactiquement, c'est juste parfait ce qu'il fait. Là, les torpilles, bien évidemment, il n'y avait aucune chance qu'elles portent. Parce que l'Emerald menace de sortir plus sur la gauche, sur la passe, voilà, qui est là. Donc on va le voir apparaître. Mais les points de vie d'Emerald ont bien baissé. Hein. Donc, il s'agit juste de tirer au bon moment pour prendre un avantage décisif. Voilà, il n'est plus qu'à 2700 points de vie. Autrement dit, il est en train de ramener l'Emerald sensiblement au même niveau que lui en termes de points de vie.
Là, parfait. Il a tourné et récupéré des canons qui n'étaient plus alignés. Ça lui permet de continuer à exploiter l'Emerald. Et voilà. Ouf. Et fin de la bataille. Alors, on regarde un petit peu les écrans. Alors, ce sont les miens, puisque forcément, je finis premier, donc je mis les miens. C'est pas de manque d'humilité. 5135 points d'XP, 296 XP libre, un seul kill, 85 coups au but, 63 000 de dégâts, 11 incendies, sur 85 coups au but, 11 incendies. C'est assez considérable. Donc on finit premier tous les deux. Assez peu. On n'est pas trop mal placé. On a fait le trou par rapport aux autres. On a clairement fait le travail, lui et moi. En termes de dégâts, j'ai fait 5000 sur un mine casé, 31 000 sur le Jules César, 12 440 sur le Phoenix, 8 700 sur le Kuma, 5000 sur la Casta. J'ai parcouru 30 km et tanké pour 478 000 pour un croiseur léger de ce type-là. C'est correct, on va dire. J'ai pas tiré à la paix, j'ai tiré qu'à la HE, j'ai fait 34 000 de dégâts. Une torpille qui a porté sur 6 et 24 900 pour être précis à l'incendie. Voilà, on peut dire que oui, c'est bien. Et mon commandant a pris 11 000 points, 11 960 points d'XP de commandant. Allez, on est parti, on est sur la carte Trident, en mode capture de base. Donc là, cette fois, je suis tout seul avec mon Murmansk. Donc un Omaha, un sistership de l'Omaha, je l'ai assez dit. Le propos pour moi, c'est bien sûr, je ne joue pas du tout le Murmansk comme je pourrais jouer quand je suis en duo ou quand je suis tout seul. Je ne joue pas du tout de la même manière. D'abord parce que forcément il me faut des navires autour de moi pour attirer le focus. Je pense en taux au cuirassé. Et que comme je ne suis pas en duo, je ne suis pas relié par Discord avec un partenaire, je ne sais pas ce qu'il veut faire, je ne sais pas où il veut aller. Donc j'ai une confiance assez limitée en mes partenaires, dans un premier temps. En plus, je m'aperçois que je vais avoir beaucoup de tier 6 à affronter. Il y a un Marblehead quand même, mais il y a un Julio César, des rares tier 5, un Miné casé. Et bon, bah, ça c'est des tier 5 ennemis, qui font très mal. Le Koenig, l'autre tier 5, c'est pareil. Mon Murmansk, c'est presque un 4,5 à côté. Avant de couler un Koenig au canon avec un Murmansk, il va me falloir du temps. Je suis repéré, donc il y a un DD dans le coin, un DD qui se garde bien de tirer, pour pas se faire repérer. Et bien sûr, ça m'embarrasse, parce que voilà, on va me tirer dessus tout de suite. Ah bah, le voilà, la Casta. Il a tiré au canon. Peut-être pas très prudent de tirer, C'était peut-être pas ce qu'il a fait de mieux. Il s'est fait repérer. Alors maintenant, bon, il est dans un endroit où il n'y a pas trop de monde. Il y a un Iron Duke qui va, comment dire, qui lui barre la route. De simple cuirassé. Et moi, je me rentre derrière mon île. Parce que j'ai repéré un Grafspé, j'ai repéré la Galissonnière. Bref, j'ai repéré du monde. Et qu'il n'est pas question que j'offre mon flanc, quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, à l'ennemi. J'ai repéré un Normandie aussi. On va pas tarder à le voir, Normandie. Donc là, je fais demi-tour. Parce que je m'aperçois que la Casta a tout simplement, comme d'habitude, son moteur de cassé. Ça, c'est un peu le lot des DD anglais. Moteur ou gouvernail, et là il y a moyen de faire un petit peu de dégâts, peut-être même qui sait de le couler, même si j'ai pas beaucoup. Voilà, je vais lui recasser quelque chose. Enfin, je fais pour le tube dans ce torpille. Cette sacrée cloche fait que je vais quand même rater le tir et le kill. Là, je reviens derrière l'Iron Duke. Et je vais me mettre sur le Normandie. Avec tous les obus que j'ai tirés, j'en ai mis 8 au but, ouais, c'est ça. Et j'ai fait que 5000
6000 de dégâts. Pas énorme. Par contre, j'ai déjà mis un incendie, là j'en mets un deuxième. Mais cette fois, c'est un incendie sur le Normandie. Ça va brûler un tout petit peu, c'est pas plus mal. Je m'efforce de rester derrière l'île. Ça n'empêche pas le Normandie d'essayer de me choper, mais je m'efforce de rester derrière l'île. Et quand on est en croiseur rang 5 contre des rangs 6, c'est ce qu'il faut faire. Et quand on est américain, c'est ce qu'il faut faire encore plus. Il faut rester derrière l'île, mais naviguer. Je vous déconseille la position statique. C'est le meilleur moyen de vous faire ouvrir. Hein. Ceci dit, la navigation à grande vitesse n'est pas forcément non plus de tout repos. Bah, vous voyez, vous croisez un Graf Spee, il y a un Normandie, un Graf Spee. Ces deux navires-là peuvent m'ouvrir en une salle. Mais au moins, bon, je forme un petit peu les dégâts sur le Normandie, qui va prendre très cher, parce qu'il y a des torpilles qui lui arrivent dessus. Voilà, là, ça y est, plus de Normandie, je vais pouvoir me consacrer au Graf Spee, qui me rate une première fois. Mais le Graf Spee, je le rappelle, c'est un rang 6, avec une tourelle, avec 2 tourelles triples, et c'est surtout le prédateur absolu des croiseurs. Et voilà, boum, citadelle, de face quasiment, même anglais. Hein. J'ai pris une citadelle. Graf Spee, c'est le prédateur des croiseurs en 5 et 6. Donc ne vous frottez pas à lui, ou alors si vous foutez à lui, vous ménagez une porte de sortie, parce que sinon, là j'ai beaucoup de chance, parce que y a le rocher qui a arrêté une salve qui aurait pu me faire très mal. Et il me reste plus que 9000 points de vie sur 26 000. C'est pas énorme. Les circonstances font que j'ai pas à me servir des torpilles. C'est pas mon propos. Mon propos va être de rester derrière les îles, autant que possible, derrière les cuirassés. Si j'avais combattu dans une bataille rang 5, je dis pas. J'aurais tenté ma chance. Mais là, il n'y a pas de phénix, il n'y a pas de Kuma à affronter. Et les rares cuirassés rang 5, encore une fois, c'est un Julio César et un Koenig. C'est quand même pas complètement facile à déboîter quand on s'appelle un Mourmansk. Donc là, bon, le Galissonnière m'a parfaitement repéré. Mais moi, j'ai repéré la Galissonnière. Et je m'efforce. Alors, c'est pas toujours facile, hein. Surtout quand on a passé ces dernières parties à jouer avec des tirs 8, 7, 8, 9. On n'a pas du tout la même cloche, il n'y a pas du tout le même balistique. Et c'est un peu... C'est chiant à jouer quand on joue avec une cloche aussi accentuée. C'est compliqué. Voilà, c'est pas chiant, c'est compliqué, parce que moi j'aime beaucoup jouer, Loma. Hein, c'est très très agréable à jouer. Alors, là, quel est mon propos? Mon propos, c'est de suivre mon cuirassé, hein, tout simplement. Et peut-être essayer de choper le kill sur la Galissonnière, qui ne sont pas très fair-play, mais bon. Essayer de faire un kill ne serait pas mal, mais malheureusement, boum. Mes obus arrivent un poil trop tard. Donc, je monte toujours vers le nord, en essayant de faire le maximum de dégâts. Le souci, donc il va se passer un phénomène, et ça c'est pour ça qu'il faut beaucoup jouer avec votre minimap. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Pour l'instant, je suis repéré que par le Fuchun, et pas que, parce que sur ma droite, je vois, voilà, je me tourne et je vois un Aquarius. Et là, il faut que je sorte, parce que l'Aquarius menace d'aller prendre à revers mes cuirassés. Et là, à mi-distance, à 8 km,
je vais vous montrer que l'Omaha est plutôt précis. Dès lors, il n'y a plus trop, il y a plus de photos, mais là je vais avoir un peu de chance. J'ai pas vraiment repéré qu'il y a les deux cuirassés qui restaient, le Koenig et le Julio César. Et ben voilà, ils étaient toujours là. Et celui qui vient de me tirer, c'est le Julio. Et j'ai beaucoup de chance, parce que le Julio ne m'a pas sorti. Et il aurait dû me sortir. Il a dû me tirer qu'avec une seule tourelle, parce que il aurait dû me sortir, sinon. C'est pas possible. Donc je m'éloigne, je me planque derrière l'île, pour que le Julio César ne puisse pas me tirer dessus. J'envoie quelques chouquettes bien senties et ma façon de penser au Koenig. En me disant qu'avec un peu de chance, je vais lui mettre un incendie. Mais le Koenig est à la limite de ma portée et bon, je me dis c'est pas vraiment très utile. Le Julio César est plus prometteur, il est de flanc, il s'occupe pas du tout de moi. Alors, on va y mettre un petit peu de dégâts. Vous voyez, je suis qu'à 23 000. J'ai beaucoup navigué, beaucoup fait de ronds dans l'eau. Un excès de prudence, je vous le conseille sans doute. C'est vrai qu'il y a peut-être de ma part eu un excès de prudence. Mais c'est vrai que je voulais absolument sortir cette bataille en Mourmansk. La bataille que vous avez vue précédemment était dans les boîtes depuis un petit moment. J'avais vraiment envie de sortir une bataille avec le Mourmansk, mais je n'y arrivais pas à faire de bataille propre. Donc là, ben voilà, le Julio César ne fait absolument pas attention à moi. Donc ben, j'en profite, quoi. Bah s'il me tire pas dessus, je joue, hein. C'est pas un problème, hein. Allez, on continue à farmer les dégâts sur le cuirassé italien. Là, il me loupe. Et c'est moi qui tue quelques marmottes. Il ne reste plus qu'un destroyer, le Fuchun. Le Julio César n'a plus pour très longtemps. Voilà, il n'y a plus de Julio César et il n'y a plus de Fuchun. Reste le porte-avions. Donc c'est un être un peu long. Il est effectivement, on va aller se chercher le porte-avions. Tout le monde se met à peu près d'accord pour aller finir le porte-avions. Donc ça nécessite effectivement un petit moment de croisière. Je pourrais vous mettre des petits chats en attendant. Mais bon, je sais pas si ça... Vous voulez des petits chats? Non, on va pas mettre de petits chats. Donc si on résume. Mourmansk comme à Marblehead, jouez-les aussi safe que possible, comment dirais-je, en seconde ligne, en support que possible. Ils ne supportent pas d'agression. Rendez-vous compte que j'ai subi quoi? J'ai dû prendre 3 salves à tout casser dans cette bataille, et il me reste 4000 points de vie. Vous voyez, c'est très peu. Vous êtes sortis en 5-6 salves. C'est-à-dire qu'un cuirassé de même tiers, vous ne les sentez pas passer. C'est le 5-6 salves. En croiseur, vous êtes sorti du jeu. Donc il faut être très prudent. Il faut s'efforcer de rester aussi en arrière-plan que possible. Là, maintenant, je m'attaque effectivement à l'Independence. Là, il ne reste plus que lui. Donc c'est beau jeu de me mettre en première ligne. Mais c'est, voilà, c'est l'occasion qui fait de larron. Alors là, on va évidemment farmer les dégâts, parce que jusqu'à présent, les dégâts ne sont pas terribles.
J'étais à 34 000, donc là ça monte d'un coup parce que je tire sur un ennemi qui ne peut pas beaucoup se défendre. Là, la dernière tentative pour l'indépendance de me sortir, et voilà. Comme dit le monsieur, fin de la game. Envoyez la vodka. Allez, on enchaîne avec les écrans de bataille. 50 000 de dégâts, tout juste ce qu'il fallait. 107 coups au but, 2 kills, 4895 points d'XP, 1017 XP libre. Première bataille de la journée, on peut pas faire mieux. Si, mieux, mais c'est plus cher. Score d'équipe. Alors, je suis second. Une bonne centaine de points derrière le Ryujo, qui a fait grosse impression. En fait, bon, c'est un grade 1, 4 kills. Je pense que ce gars-là, bon, il a très nettement le niveau pour un porte-avions. Mais je suis quand même assez fier d'être devant un Julio César, devant un Normandie, devant Laoba. Bon, ça me plaît bien avec mon petit Mourmansk. J'attire votre attention sur le fait que je fais 300 000 quasiment. 300 000 doublons, enfin 300 000 doublons, 300 000 crédits. C'est un petit moneymaker, le Mourmansk. C'est pas autant que pour l'être un cuirassé de rang style Missouri ou Massachusetts, mais c'est un petit moneymaker, clairement. En termes de rapport détaillé, j'ai beaucoup bougé, mais j'ai quand même parcouru 62 km. Même si je suis resté quand même sur une bonne moitié de la map, hein, toujours à peu près, à faire des 8 dans l'eau. Dégâts potentiels 480 000, on m'a peu tiré dessus, mais on m'a fait très mal chaque fois. Et ça, c'est le lot du Mourmansk et de tout ce qui est les sister ships de l'Omaha. Hein. Et ils peuvent pas prendre de coups, c'est pas possible. C'est absolument impossible. On se moque de la fragilité des Emerald, mais croyez-moi, l'Omaha, c'est presque pire. 358 au but, j'en ai mis 107, donc un ratio grosso modo, hein, très largement de 1 pour 3, ce qui est assez correct malgré tout. Et 14 000 de dégâts à l'incendie. Je pense que j'aurais pu quand même faire un tout petit peu mieux. Et pour finir, les crédits et XP, sachant que je suis compte premium, mon commandant a pris 5011 points d'XP de commandant, et donc j'ai récupéré un point de plus en, comment dirais-je, un point de plus de points de commandant. On va d'ailleurs tout de suite regarder. Pour finir, on va regarder comment est articulé mon navire en termes de ce que j'ai mis en amélioration. Puisqu'on est sur le port, autant en profiter. Donc, de points de commandant, déjà à la base, ça signifie que c'est un commandant 10 points. Vous voyez qu'il y a très peu de points. Il a changé. Entre-temps, c'est le premier commandant du Mourmansk qui est parti forcément sur un Chapayev ou sur quelque chose comme ça. Hein. Est-ce que ces 2 points, j'ai envie de... Non, je n'ai pas envie du tout de les mettre. Je les mettrai probablement sur intendant. D'ailleurs, justement, on va regarder ce qu'il en est ici. Donc, la possibilité d'avoir l'hydro, tout court. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et l'avion de reconnaissance, il n'y a pas d'autre possibilité. Hein. J'ai mis, bien sûr, le dépôt modification 1, le dépôt, le système de contrôle des avaries, bien sûr, pour éviter de prendre des incendies, et tout ce qui peut modifier la rotation de tourelle. Vous allez me dire, c'est un peu abusé, une rotation de tourelle. C'est vrai que j'aurais pu rajouter, d'ailleurs, je vais le faire, parce que j'ai beaucoup de canons sur les bords, enfin sur le pourtour du navire. Donc la rotation de tourelle n'est pas indispensable. Par contre, système de visée pour gagner quelques mètres d'abord, réduire la dispersion, mais aussi gagner quelques mètres à la batterie, augmente la précision de la batterie principale et secondaire, enfin surtout la batterie principale qui m'intéresse. Là, ça m'intéresse. Donc je vais l'ajouter sous vos yeux ébahis. Voilà pour cette bataille en Mourmansk.
Oui, si vous avez la possibilité d'acheter un premium, pour jouer dans des bâtiments, le Moormansk ou le Marblehead sont d'assez sympathiques moneymakers. Bien sûr pas comparable au Missouri ou au Massachusetts qui permet d'engranger beaucoup de crédits, mais en quelques batailles, vous remontez assez bien vos finances avec un petit croiseur de ce genre-là. Alors, je suis conscient que, c'est vrai, le style de gameplay est très différent que si vous avez des croiseurs avec comment dire, les canons dans l'axe du navire, hein, type Königsberg par exemple, on va l'afficher. Évidemment, quand vous avez des canons comme ça, en plus ce sont des tourelles triples, c'est sûr que c'est un petit peu plus facile à viser. Néanmoins, je pense quand même qu'il y a quelque chose à tirer de ces navires. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.